Bonjour chers étudiants. Notre cours d'aujourd'hui porte sur le premier chapitre qui n'est autre chose que l'analyse classique du marché du travail. Comment on peut définir le marché du travail selon les classiques? Le marché du travail est un lieu de rencontre entre les offreurs de travail et les demandeurs de travail. Dans le but de faire quoi? De faire un échange. L'échange va se porter sur quoi? Sur le travail. Donc, nous avons d'un côté les offreurs de travail, les offreurs, et de l'autre côté, nous avons les demandeurs. Donc, pour l'analyse classique ou néoclassique, le marché est considéré comme étant un marché qui a les mêmes caractéristiques que les autres marchés. Donc, ici, le travail également est une marchandise comme les autres. Si le marché du travail, c'est un marché comme les autres, le travail également est une marchandise comme les autres marchandises. Donc, ici, nous avons dit, sur ce marché, on a les offreurs et les demandeurs. La confrontation entre les offreurs et les demandeurs permet de déterminer quoi? Un salaire, d'équilibre et un niveau d'emploi. Un niveau d'emploi. Donc, lorsque vous êtes à l'équilibre, généralement c'est une situation de plein emploi, selon les classiques. Le plein emploi peut se définir comme étant une situation dans laquelle les travailleurs qui acceptent le salaire réel d'équilibre trouvent un emploi. Maintenant, ceux qui vont refuser de travailler en tenant compte de ce salaire d'équilibre seront dans une situation de chômage que les classiques ont qualifié de chômage involontaire. Chômage, non pas chômage volontaire, je m'excuse, chômage volontaire. Donc, lorsque vous êtes à l'équilibre, le chômage qui peut exister, ce n'est autre chose que le chômage volontaire. Donc, après cette brève introduction, nous allons à présent parler des hypothèses sur lesquelles les classiques ou néoclassiques se fondent dans leur analyse du marché du travail. Donc, ici, nous allons parler des hypothèses. Au niveau des hypothèses, la première hypothèse, c'est que le travail fait l'objet de choix calculateurs alternatifs. Donc, le travail fait l'objet de choix calculateurs alternatifs. Calculateurs alternatifs. Cette affirmation signifie que dans un univers de rareté, les agents qui sont sur ce marché, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, peuvent dans certaines mesures substituer au travail d'autres ressources. Lorsque vous prenez les ménages peuvent substituer au travail le loisir. Et si vous prenez les entreprises également peuvent substituer au travail le capital. Au niveau de la deuxième hypothèse, selon les classiques, le travail fait l'objet d'optimisation permanente. Donc, optimisation permanente. Le travail fait l'objet d'optimisation permanente. Cette hypothèse voudrait dire quoi? Lorsque ici on a dit de faire, de substituer au travail d'autres modalités de travail, de substituer au travail d'autres ressources, il ne s'agit pas seulement de faire un choix. Lorsque vous faites un choix, il faut faire un meilleur choix. Donc l'optimisation n'est autre chose que faire un choix parmi plusieurs alternatives. Mais ce choix doit être le meilleur choix que vous puissiez faire. Après cette deuxième hypothèse, la troisième hypothèse, on a l'homogénéité du facteur travail. L'homogénéité du facteur travail. Du facteur travail. Cette hypothèse voudrait dire quoi? Que les travailleurs sont interchangeables. Si les travailleurs sont interchangeables, donc les catégories de travail et les qualificatifs sont identiques. Ici, on ne fait pas de différence. Maintenant, si vous prenez les catégories de travail, même si vous voulez différencier les catégories de travail, à l'intérieur de chaque catégorie, les travailleurs qui vont
s'y trouver auront ce qu'on appelle des qualificatifs identiques. Après cette deuxième hypothèse, la troisième et dernière hypothèse n'est autre chose que la transparence du marché. La transparence du marché. La transparence du marché. Cette hypothèse voudra dire quoi? Que les agents qui sont sur ce marché, les ménages qui sont les offreurs de travail et les entreprises qui sont les demandeurs de travail, les deux agents ont les mêmes informations sur le salaire pratiqué, sur la motivation des travailleurs, sur les types d'emplois disponibles. Aucun agent ne possède une information particulière. Donc les agents qui s'y trouvent ont la même information. Voilà donc les hypothèses sur lesquelles se fonde l'analyse néoclassique ou l'analyse classique. Nous allons donc parler de l'offre de travail. L'offre de travail est aussi appelée la demande d'emploi. Ici, nous allons faire quelques formalisations mathématiques. D'abord, qu'est-ce que l'offre de travail? L'offre de travail, c'est un service proposé par une personne en contrepartie d'une rémunération. Donc, ici, on va prendre un agent représentatif. On va supposer que cet agent a un temps total égal à 1 qui est réparti entre L, ça c'est le loisir, et le temps de travail. Et on supposera également que l'utilité de cet agent représentatif est fonction de C, qui n'est autre chose que sa consommation, et L, le loisir. La troisième hypothèse, on va supposer que la seule source de revenus de cet agent représentatif, c'est son salaire. Donc C est égal à WL. Ici, c'est son taux horaire multiplié par le temps total passé en train de travailler. Donc, voilà les trois hypothèses avec lesquelles nous allons parler. Nous allons analyser. Dans cette première hypothèse, puisque U est fonction de C et de L, et l'objectif ici, c'est de chercher quoi? L'offre de travail. L'offre de travail ne sera autre chose que L, qui représente le temps de travail. Donc, 1. Ici, on va chercher à maximiser. Ici, le ménage va chercher à maximiser son utilité. Donc, maximiser cette utilité voudrait dire quoi? Que la différentielle de U par rapport à L doit être égale à 0. Doit être égale à 0. Donc, la différentielle de U par rapport à L doit être égale à 0. Donc, ici, ça équivaut à quoi? Implique quoi? Ça, c'est fonction de C, mais C est fonction de L. Ce sont des fonctions composées. On dira donc la dérivée. On va dériver d'abord par rapport à C. Ensuite, on dérive C par rapport à L. Plus la dérivée de U. Nous savons que L qui est là, le loisir est fonction de grand L. La dérivée de U par rapport au loisir. Ensuite, L par rapport à... Nous savons que ça, la dérivée de C par rapport à L, c'est dans cette expression. Lorsqu'on dérive C par rapport à L, qu'est-ce qui va rester? C'est oméga. On dira donc la dérivée U, C, multiplié par oméga. Ici, c'est dans cette expression. Ici, ça fait moins 1. Donc, on dira plus dérivée de U doit être égal à 0. Donc, implique quoi? Implique ici que, ici, déjà on a moins, on peut faire passer ça au second nombre. On aura donc la dérivée de U par rapport à C, oméga, est égale à la dérivée de U par rapport à L. Donc, ici on peut tirer quoi? La dérivée de U, L, donc, de U, C va être égal à... Voilà donc, on aboutit finalement au rapport des utilités marginales égal à quoi? Est égal à oméga. Comment on peut interpréter cela? Ici, augmenter son temps de loisir
de 1 consiste à faire quoi? À sacrifier oméga. Donc, lorsque vous augmentez votre temps de loisir, lorsque le temps de loisir augmente de 1, on est obligé de faire quoi? De sacrifier oméga unité. Oméga unité. Donc, lorsque vous augmentez. Ici, on peut transformer d'ailleurs ça pour déterminer le coût d'opportunité. Lorsqu'on accepte de faire le loisir au lieu de faire le travail. Donc, ici, on peut dire la dérivée de L, la dérivée de U, je m'excuse, par rapport à L est égale à combien? Est égale à oméga, la dérivée de U par rapport à C. Donc, ça, c'est considéré comme étant le coût d'opportunité. Maintenant, donc ici on a un exemple, à travers cette fonction d'utilité, on va déterminer notre fonction d'offre. Donc, on a dit, le rapport des utilités marginales doit être égal à quoi? Au taux de salaire réel. Ici, on va dériver U par rapport à 1 moins alpha. Donc, la dérivée de I par rapport à 1 moins L, pas 1 moins alpha, 1 moins L est égal à combien? Alpha va descendre. Donc, on aura alpha 1 moins L à la puissance alpha moins 0. Ensuite, on dérive également U par rapport à C. Ça sera égal à 1. Donc, on va faire le rapport des dérivés. Donc, l'autre là. Ici, c'est l'utilité marginale du loisir. On dira donc, finalement, on a alpha, facteur de 1 moins L, alpha moins 1 est égal à oméga. Donc, implique quoi? Que 1 moins L à la puissance alpha moins 1 est égal à oméga sur alpha. Ici, on peut tirer directement 1 moins L, ça sera égal à combien? À oméga alpha 1 alpha moins 1. Finalement, on peut tirer L, implique quoi? Que L qui n'est autre chose que l'offre sera égal à combien? À 1 moins là, sur alpha, le tout à la puissance 1, alpha moins 1. Donc ici, on a déterminé l'offre. On obtient donc une relation croissante entre oméga, entre l'offre et le taux de salaire. Donc, quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Selon les classiques, pour les classiques, l'offre est une fonction croissante, est une fonction croissante du taux de salaire réel. Est une fonction croissante du taux de salaire réel. Du taux de salaire réel. Du taux de salaire réel. Donc, ce qui revient à dire quoi? Lorsque le taux de salaire augmente, automatiquement, l'offre va augmenter. Donc, nous avions dit que selon les classiques, l'offre est une fonction croissante du taux de salaire réel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation du salaire produit deux effets. Nous avons ce qu'on appelle un effet de substitution, un effet de substitution, un effet de substitution. L'augmentation du salaire, puisque le travail se trouve bien rémunéré, le travail va consacrer plus de temps au travail. Pourquoi? Parce que le coût d'opportunité ou le prix du loisir devient élevé. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, on va appeler l'effet revenu. L'effet de revenu. L'effet de revenu, pour d'autres travailleurs, en conservant le même salaire, ces travailleurs peuvent consacrer une part très importante de leur temps au loisir. Donc faire quoi? Diminuer le temps de travail. Donc regardez, maintenant, l'augmentation du salaire qui produit deux effets. La question qu'on peut se poser, quel est l'effet qui l'emporte? Ça, c'est une indétermination au niveau de l'analyse classique. Lorsque le salaire augmente, on ne peut pas savoir si c'est l'effet substitution qui l'emporte sur l'effet revenu ou si c'est l'effet revenu qui l'emporte sur l'effet substitution. Pour lever cette indétermination, il suffit de supposer que le loisir qui est là est un bien inférieur.
Lorsqu'on suppose que le loisir est un bien inférieur, n'est-ce pas, cette indétermination peut être levée. Regardez. Donc, si le loisir est un bien inférieur, on va prendre ici quoi? On va prendre ici le salaire. Par là, on va prendre le temps. On avait dit le temps total était égal à t. Voilà, t égale à 1. Regardez. On va prendre un point pour lequel l'effet substitution égale à l'effet revenu. Et ça va correspondre à un taux de salaire à ce niveau. À ce niveau, supposons qu'à ce niveau, l'effet substitution égale à l'effet revenu. Mais avant ce point, avant ce niveau, l'effet substitution l'emporte sur l'effet revenu. Maintenant, après ce point, on peut dire que l'effet substitution, c'est l'effet revenu qui l'emporte sur l'effet substitution. Donc, l'explication à ce niveau, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut dire que l'offre de travail est une fonction croissante, n'est-ce pas, du taux de salaire. Mais à un certain niveau, l'offre de travail peut être décroissante. Regardez, les études empiriques montrent que certaines catégories de personnes, lorsque vous prenez par exemple les femmes mariées, pour ces femmes, si le taux de salaire devient suffisamment élevé, le mari peut dire à sa femme de rester au foyer pour s'occuper des enfants. Ce qu'elle aurait gagné en travaillant, le mari peut récupérer ça. Donc, voici un peu comment on peut analyser l'effet substitution, l'effet revenu. Mais dans les analyses qui vont suivre, nous allons supposer toujours que l'offre est une fonction croissante du taux de salaire réel. Donc, nous allons à présent parler de la demande de travail. La demande de travail est aussi appelée l'offre d'emploi. Qu'appelle-t-on demande de travail? La demande de travail, c'est le service en force de travail recherché par les entreprises en vue de produire, n'est-ce pas, le produit. Maintenant, ici, la fonction de demande de travail découle de quoi? De la maximisation du profit du producteur. Maintenant, ici, on va prendre le profit pi, qui est autre chose que la recette totale, moins le coût total. Ici, la recette totale, c'est le prix multiplié par la quantité totale produite. Mais Q, on va supposer que le seul facteur ici, c'est L. Donc, on va produire en tenant compte de L. Tandis que le coût total va faire oméga L. Ici, ça c'est la demande, ça c'est la rémunération d'une unité de la demande. Maintenant, à ce niveau, maximiser max de pi implique, voudrait dire quoi? On va dériver le profit par rapport à L va être égal à 0. Maintenant ici, ça veut dire la dérivée de ça égale la dérivée de l'autre là. P est une constante, donc on a P multiplié par Q' de L. Ça doit être égal à combien? Donc, la dérivée de L, c'est 1, ça fait oméga. D'abord, on a moins oméga, implique quoi? Que P, Q', la dérivée Q', est égale à oméga. Donc ici, on a la relation entre la recette marginale et le taux de salaire. Donc l'égalité entre cette recette marginale, la recette marginale ici n'est autre chose que la demande de travail. Maintenant, la fonction qui est là, c'est une fonction croissante. Mais la productivité marginale du facteur travail est décroissante. Donc on dira quoi? On a dit que Q' de L est supérieur à 0, mais Q seconde de L inférieur. Donc voilà cette analyse. Ici, on a dit que c'est une fonction décroissante. On peut représenter directement. Donc la recette marginale n'est autre chose que la fonction de demande. Donc ici, on va prendre le salaire. On va prendre notre recette par là. On va prendre la recette marginale. On a dit que c'est une fonction décroissante. On peut prendre le taux de salaire à ce niveau. Donc, supposons que le taux de salaire a... Donc, regardez. Ici, pour se déplacer le long de cette courbe, il faut une variation d'un paramètre du salaire. Soit on peut avoir le salaire ici, ou à ce niveau, ou à ce niveau. Maintenant, pour que cette courbe puisse se déplacer, il faudrait que le prix également
soit modifiée. Lorsque le prix augmente, automatiquement, vous allez voir que cette courbe va se déplacer vers le haut. Bon. Maintenant, après avoir déterminé cette fonction de, cette fonction de demande, nous pouvons cumuler l'offre et la demande pour déterminer l'équilibre. Donc, après avoir déterminé l'offre et la demande, nous pouvons à présent représenter l'équilibre sur le marché du travail. Donc, nous avons par là le salaire. De l'autre côté, nous avons le niveau d'emploi ou bien l'emploi. On a dit que l'offre était une fonction croissante du taux de salaire réel. Donc ici on a la fonction d'offre. Tandis que la demande était une fonction décroissante. La demande est une fonction décroissante. Et les deux, ici, ça varie en fonction du. Donc le point d'intersection entre l'offre et la demande s'appelle ce qu'on appelle l'équilibre. À ce niveau, on a l'offre est égal à la demande de travail. Ça, c'est égal au niveau d'emploi. Donc, on a donc un niveau d'emploi à ce niveau. Ce niveau d'emploi va correspondre à une situation de plein emploi. Regardez. Ici, on a un excès d'offre. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, donc ici, on a une situation de chômage. Donc, vous avez la représentation. Merci. Mais pour terminer, je voudrais vous demander de respecter les mesures barrières. Cette pandémie qu'on appelle coronavirus sévit entre nous. La pandémie n'est pas terminée. Respectez les mesures barrières. Je vous remercie.